Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour votre journal de ce mercredi 19 mars. Voici les principales informations que nous allons développer. Des taxes et des marges importantes qui pèsent sur le coût des produits à la consommation. La première journée du colloque sur la vie chère organisée à l'Assemblée de Polynésie a été riche en enseignements. Nous allons en parler avec notre invité, Florent Venner, professeur des universités en sciences économiques. Les rythmes scolaires adoptés par le ministère de l'Éducation sont menacés par un recours au tribunal administratif. La réforme pourrait donc être annulée. Vous entendrez la position de la Direction générale de l'Éducation et des enseignements. À peine inaugurée que la marina de Tevaitoa à Raiatea fait parler. La commune de Tumara veut l'agrandir avec un remblai. Certains habitants disent non. Cocaïne ou bien méthamphétamine, ces drogues arrivent directement en Polynésie depuis le continent américain, car notre territoire se situe en plein milieu de la route du trafic dans le Pacifique. Les détails de cette vaste organisation et de la lutte anti-stupéfiants au Fénois dans le dossier de la rédaction. Une semaine d'échanges culturels est prévue entre l'école hawaïenne Kamehameha de Maui et des établissements du Fénois, dont l'école hôtelière Te Parepare. Le mot d'ordre, partage entre les jeunes. Merci d'être avec nous. Comment lutter contre la vie chère en Polynésie? C'est la question centrale du colloque organisé aujourd'hui et demain à l'Assemblée de la Polynésie française. Des experts en économie, un avocat économiste ou des présidents d'autorités de la concurrence sont présents. Le coût de la vie au Fénois est 45% plus élevé qu'en métropole. Aujourd'hui, il a été question des produits alimentaires. Hayat Itahiata, Patrick Sinsing. Pour comprendre le prix d'un produit importé en Polynésie, il faut comprendre la structure du prix. Avant son importation, le prix initial représente seulement 27% du prix final. Pour arriver en Polynésie, il faut y ajouter 8% pour le transport, ensuite 21% pour les taxes d'entrée sur le territoire et dernière étape, les marges que se font les acteurs économiques. En Polynésie, c'est en moyenne 44%. Une marge beaucoup trop importante pour certains syndicats de salariés qui pointent du doigt les importateurs et les entrepreneurs trop gourmands. Vous savez, il y a des intermédiaires et quand ça arrive auprès du consommateur, chacun se sert, après le prix on augmente. Il faudrait qu'à un moment donné aussi, que celle ou celui qui est sur ce maillon-là, on va dire les choses comme ça, puis à un moment donné se dit, je vais moins gagner ma vie, mais même si je vis bien, mais je vais peut-être moins gagner. De leur côté, les acteurs économiques se défendent car sans les marges sur les produits importés, difficile de réaliser des bénéfices. Vous devez au minimum capter 30% de marge pour un commerce de proximité, pour payer vos salaires, l'électricité, etc. Donc 44% de marge, donc vous pouvez ajouter 14% de marge pour l'importateur, c'est peu. Et à regarder de plus près, il y a également 21% de taxes qui sont captées pour un monopole, c'est celui du service public. Si chacun se renvoie la balle, la solution pourrait se trouver dans la législation. Selon Jérôme Philippe, l'un des économistes présents au colloque, la fiscalité locale empêcherait la Polynésie de profiter de produits équivalents dans la zone Pacifique. Quand on a une norme d'un pays comme l'Australie ou la Nouvelle-Zélande qui aurait été équivalente en qualité à la norme européenne ou française, c'est juste qu'elle n'est pas écrite pareil, on pourrait peut-être réfléchir à harmoniser, en tout cas reconnaître l'autre norme et réciproquement pour permettre aux produits de venir. C'est le pays qui a la compétence sur les normes, c'est le pays qui a la compétence. Ça pourrait être discuté ici. Au total, 10 propositions ont été listées aujourd'hui. Parmi elles, la transparence sur les niveaux de marge, le renforcement des contraintes pour les grands groupes et la révision de la défiscalisation locale. Et pour parler de ce colloque et des changements à apporter pour l'économie polynésienne, nous recevons Florent Venner, professeur des universités en sciences économiques. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on vient de le voir dans le sujet, le coût d'un produit vendu donc au Fénois. Il y a 21% de taxes, en gros, on vulgarise, 8% de coûts de transport et surtout 44% de marge des acteurs économiques. Ma question est simple. D'après vous, Florent Venner, est-ce que les marges sont trop importantes et les taxes sont aussi trop importantes pour les produits?
Alors, il faut comprendre que ce calcul-là date de 2019, d'un avis de l'autorité de la concurrence de 2019, à la méthodologie qu'on peut discuter, puisqu'il s'agit de retirer en fait un certain nombre de choses et d'identifier 44% avec ce qu'on n'a pas trouvé d'autre en fait. Mais donc c'est déjà un petit peu instable. C'est une moyenne par ailleurs, et c'est une marge qui est sur l'ensemble de toute la chaîne verticale. C'est-à-dire que ça comprend la marge des importateurs, mais aussi et donc des grossistes, mais aussi derrière des détaillants. Donc c'est une marge brute différente de marge nette. Alors déjà, c'est une marge qui est sur plusieurs niveaux. Donc souvent, il y a 2 entreprises qui sont concernées par ces 44%. Et ensuite, effectivement, c'est de la marge brute. Donc derrière, il faut payer les salaires, il faut payer les impôts, toutes les charges, électricité, etc. Donc ce qui est pertinent, en fait, c'est pas tellement de discuter de marge brute, c'est de discuter de marge nette, quoi. Alors par ailleurs, si on compare avec ce qui se passe en métropole, par exemple, on est sur, quand on a 2 niveaux comme ça d'entreprises avec des importations en métropole, on est sur des niveaux qui sont à peu près équivalents, des niveaux qui sont de l'ordre de 40% de marge brute. Donc il n'y a rien d'extrêmement choquant de ce point de vue-là. En tout cas, il y a des propositions qui donc proposent des contraintes à imposer donc, aux groupes, notamment qui fonctionnent en importation et en distribution, qui cumulent en gros les fonctions. Quel est le problème pour ce type d'organisation? Alors, a priori, absolument aucun problème spécifique. C'est-à-dire que c'est un choix d'intégration verticale, c'est comme ça qu'on appelle ça. C'est-à-dire qu'on décide de distribuer soi-même les produits qu'on importe. Ça ne pose pas de problème a priori, c'est même plutôt source de gain d'efficacité en général. De fait, quand on regarde les groupes qui sont orientés comme ça avec une centrale d'achat et des magasins en dessous, la marge en général de la centrale d'achat n'est pas une marge énorme par rapport à une marge d'importation indépendants. Donc justement, ça permet plutôt une compression des marges et plutôt d'avoir quelque chose de plus efficace. Une fois de plus, ce qui est important, c'est la marge nette. Et quand on regarde les chiffres de l'ISPF sur les marges nettes, on se rend compte qu'on est à 2-3% pour les marges nettes de détail, ce qui est à peu près équivalent à ce qu'on a en métropole. C'est-à-dire que si vous allez au supermarché et que vous dépensez 100 francs, il reste en fait 2 à 3 francs en bénéfice pour le supermarché. Donc après, on ne va pas reprocher de la marge nette, de la marge brute à des entreprises parce que, par exemple, elles emploient plus de salariés ou parce que, par exemple, elles payent mieux leurs salariés. Le problème, c'est ça, c'est qu'on a un fléchage ici où on rend responsable de la vie chère les commerçants et on passe assez largement à côté du problème. En tout cas, ces fameux 44% de marge sont à prendre avec précaution. C'est une marge relative. Merci beaucoup, Florent Venner, professeur des universités en sciences économiques, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Plusieurs gendarmes étaient mobilisés aujourd'hui à la marina de Haroué après l'alerte d'un plongeur. Des ossements ont été retrouvés dans l'eau et seront analysés. Selon les gendarmes, il s'agirait vraisemblablement d'un crâne humain. Une enquête a été ouverte. La réforme des rythmes scolaires pourrait être annulée par la justice. Le ministère de l'Éducation n'avait pas consulté le comité technique paritaire. Le tribunal administratif rendra sa décision le 15 avril, mais la Polynésie a demandé à pouvoir maintenir ces rythmes jusqu'à la fin de l'année scolaire. Lucide Guichet, Hubert Liao. 3 heures de classe en moins depuis cette année, les écoles et les parents d'élèves ont dû s'adapter. Alors, à la sortie, la perspective de changer à nouveau l'organisation fait grincer des dents. Ça va chambouler au niveau des enfants aussi, parce qu'ils ont tellement pris l'habitude de cette rentrée-là. S'il faut retourner encore en arrière, je ne sais pas ce qu'ils vont devenir. Moi, je ne travaille pas, ça ne me dérange pas, mais plutôt ceux qui travaillent. Ça dérange pour eux. La réforme des rythmes scolaires a en effet de grandes chances d'être annulée par la justice. Le rapporteur public a conclu en ce sens hier. En cause, un problème de forme. Le comité technique paritaire n'avait pas été consulté. Mais la Polynésie a demandé au tribunal à pouvoir maintenir ces rythmes jusqu'à la fin de l'année scolaire, par souci d'organisation. Sans présumer de la décision qui sera rendue, effectivement, si elle était en notre défaveur, nous espérons avoir le temps nécessaire pour pouvoir sécuriser les process, parce qu'il n'est pas question de remettre en question cette réforme sur le fond. La justice rendra sa décision mi-avril. Reste à savoir si le pays devra revoir ou non sa copie.
Le 16e Conseil des ministres délocalisé du gouvernement Broderson s'est tenu aujourd'hui à Tumar'a, sur l'île de Rayatea. Ces 10 dernières années, le pays a soutenu cette commune à hauteur de 484 millions et le conseil municipal a profité de ce déplacement pour soumettre de nouvelles demandes d'aide pour améliorer les conditions de vie des personnes âgées ou encore pour consolider des projets d'infrastructure. En parlant de grands travaux, justement, la marina de Tevaitoa doit être agrandie. Une parcelle adjacente va être remblayée et ce projet inquiète les habitants de Tumar'a avec en tête l'association à Paruru et à Tevaitoa. On voit cela avec Melissa Chong et Hitimanaki. Dotée de 30 emplacements destinés aux pêcheurs professionnels et aux plaisanciers, la marina de Tevaitoa est flambant neuve, mais pas assez grande selon la commune. Pour y accueillir la capitainerie, l'objectif est de remblayer la parcelle attenante, comme en témoignent ces monticules de terre, de quoi générer la colère des habitants. C'est île sacrée. Et ce que moi je vois maintenant, ce qu'on fait, c'est plus une île sacrée, on est en train de détruire tout ce qui est donné par Seigneur pour nous. Et ils sont en train de détruire et faire le travail à leur tête. Ici, c'est un endroit où on vient pêcher avec nos enfants. Et quand ils sont contents de savoir qu'ils ont du poisson pour rentrer à la maison. Et quand nos enfants ils pêchent ici, ça va, t'as fait dans leur assiette. Ils nettoient, ils mettent frais pauro, harero dans l'assiette, harero dans la bouche. C'est pour ça, pour nous, c'est important de défendre. C'est important qu'on ne veut pas de ce projet-là, ça suffit. Selon Gérard Golt, cette baie doit être protégée car elle y abrite des varrots, crabes et autres carangues, un garde-manger riche qui bénéficie à la population des environs. Nous sommes battus pour ce coin-là. On a obtenu une décision d'annulation du premier projet. On n'en veut pas un deuxième remblai. Ça me paraît logique. Malgré tous les arguments avancés par l'association, la commune, elle, ne veut pas enterrer le projet de remblai. Dans le cadre du projet de l'extension de la marina dans la phase de deuxième tranche, donc on a eu des contacts là, il n'y a pas très longtemps. On pourra faire des échanges entre les terrains qui sont au bord de route, qui est à 2000 m², échangés par rapport au terrain du pays. C'est ça les discussions qu'on doit mener prochainement. Une rencontre entre conseil municipal et propriétaires terriens devrait donc se tenir dans les mois à venir. Et sur le projet du CET de Aroa, nous vous en parlions hier soir. Dans un communiqué, le pays a réaffirmé son intention de voir aboutir ce projet et rappelle que le choix du terrain a été fait par la communauté de communes de Hawaï. Le Pacifique est l'autoroute de la drogue entre l'Amérique du Sud, premier producteur, et l'Australie, premier consommateur. La cocaïne et l'ice, mais pas seulement, transitent ou s'arrêtent sur le marché polynésien. Les saisies de stupéfiants sont quotidiennes sur le territoire. Les routes de la drogue, c'est le dossier de cette édition. Il est signé Lucille Guichet, Sandroli et notre correspondant aux Marquises, Théa Makamia. C'est la dernière et la plus grosse saisie de cocaïne en Polynésie. 524 kilos sur ce chalutier mexicain. Les 14 marins ont été arrêtés. 3 mois plus tard, les autorités françaises n'ont pas encore démantelé le navire. Une odeur pestilentielle se dégage et le bateau commence à pencher, sûrement en raison des produits de la pêche qui pourrissent à l'intérieur. Au total, plus de 4,5 tonnes de cocaïne ont été appréhendées de cette façon en Polynésie française. Entre l'Amérique du Sud, principal producteur, et l'Australie, marché numéro 1, c'est l'autoroute de la cocaïne dans le Pacifique. Et malgré son isolement, cela passe par les Marquises, porte d'entrée de la Polynésie. Toute halte est un risque pour les trafiquants. Ce jour-là, les douanes contrôlent des voiliers à Hivaoa. Bonjour. Les douaniers cherchent des stupéfiants. Je passe à la cabine avant. Ce jour-là, pas de drogue à bord, juste des rappels à l'ordre sur la franchise en alcool et les médicaments. À Tahiti, nous avons tout le matériel, toute la logistique à portée de main, alors qu'aux Marquises, nous emmenons avec nous uniquement ce qui est nécessaire. Mais on peut compter sur l'appui des brigades de gendarmerie en cas de saisie. Un défi quotidien pour les douanes. Sur un territoire vaste comme l'Europe, les portes d'entrée sont nombreuses.
Les saisies sont, je dirais, quotidiennes, que ce soit sur l'ensemble des vecteurs, que ce soit sur le contrôle routier, à la circulation, au niveau des vols internationaux, des vols domestiques. Malheureusement, on fait de nombreuses saisies, oui. Sur quel type de stupéfiants? Alors, on va retrouver sur la cocaïne, sur l'héroïne, sur l'ice, qui est vraiment le produit, malheureusement, sur lequel qui s'est fortement développé ici, mais également sur le paca. Car l'autre drogue, c'est la méthamphétamine, la ice, en provenance des États-Unis et destinée au marché polynésien. Elle arrive via des colis postaux, les vols commerciaux ou par voie maritime. 15 kilos sont interceptés localement chaque année. La dernière saisie, 5 kilos dissimulés dans des jouets. Un travail d'équipe avec les différents services de gendarmerie. Les enquêtes démarrent à l'OFAST, fer de lance de la lutte anti-stupéfiants. Ce matin-là, 3 personnes ont été interpellées. Elles sont en garde à vue dans les locaux pour trafic. Les enquêteurs travaillent en coopération avec la police australienne et américaine. Par exemple, on a une enquête, on travaille ici sur un réseau polynésien. Les Américains travaillent sur un réseau américain en contact avec ce même réseau polynésien. Donc on a ce qu'on appelle des enquêtes miroirs. Chacun travaille de son côté et à un moment on fait une jonction et on s'échange les informations et ça nous permet d'interpeller le réseau qui fournit l'ICE à Los Angeles ou à Honolulu et d'interpeller ici le réseau qui était susceptible de payer ou de recevoir l'importation. Et les enquêteurs viennent d'identifier une nouvelle route. De très grosses quantités d'ice exportées par les cartels mexicains à destination de l'Australie et qui transitent aussi via la Polynésie. Le parquet estime que 10% des drogues sont interceptées. Une délégation de 80 Hawaïens, dont une soixantaine d'élèves de l'école Kamehameha de Maui, sont actuellement au Whenua pour des échanges culturels. Ils ont été accueillis hier par les élèves de l'école hôtelière Te Parepare dans la tradition polynésienne avec des chants et des danses. Dans la foulée, les jeunes Hawaïens ont pris part à des ateliers. Nicolas Suir, Mirko Vanfo. Accueil en grande pompe de la délégation hawaïenne. Les élèves de l'école hôtelière leur ont réservé le meilleur. On est reliés par nos ancêtres, par notre culture. Et donc c'est un honneur pour l'école hôtelière de Tahiti, Te Parepare, de pouvoir accueillir. Touchés, les étudiants de Kamehameha School ont répondu par un chant très apprécié. Puis, ils ont assisté toute la matinée à 5 ateliers à propos de culture. Dans celui-ci, les chants polynésiens sont à l'honneur. J'aime bien, je les aime toutes. Ces chansons sont nouvelles pour moi, c'est super. Nous avons appris quelques chants tahitiens. Ils ressemblent à ceux que nous avons appris à Aotearoa. Je dirais que pour les danses, je vois des similitudes. Pour la langue et la culture aussi. Il y a des similitudes partout. Le nouveau directeur de l'école Kamehameha souhaite aller plus loin que de simples rencontres. Le but est de montrer à quel point notre culture est ancrée à celle d'ici, comme notre langage et nos chants traditionnels, et de faire grandir tout cela. L'établissement scolaire hawaïen, comme l'école hôtelière, souhaite développer des échanges plus longs. Mettre en place des partenariats pourrait s'avérer complexe. Reste à savoir si la volonté est vraiment là. Et durant cette semaine, les élèves de l'école Kamehameha visiteront d'autres établissements scolaires et le conservatoire artistique. Plongez dans les coulisses de la Hawaii Nui 2024 ce soir, après ce journal, dans votre magazine Vivo. La rédaction vous propose ce que l'on ne voit pas durant la grande course aux îles sous le vent, et notamment le travail des équipes techniques mobilisées durant les 3 jours de direct télévisé. Regardez cet extrait. Première étape qui démarre fort pour les équipes de production. Plus de 5 heures de direct à assurer, caméra à l'épaule. Ça, c'est pour la partie équipe sur le terrain. Pendant ce temps, à Bora Bora, dans la régie, toute l'équipe de production est sur le qui-vive pour proposer le meilleur produit possible sur les écrans des téléspectateurs. Et
Et on va encore parler Va'a demain dans l'invité café. Ayata Tarahu, présidente d'honneur de l'association Polynésie Première Va'a, viendra nous parler de la grande course de V6, la première de la saison, prévue samedi entre Punaouia et Tem'e, la 34e édition du marathon Polynésie la Première Tetikado Va'a. L'information principale de ce mercredi, le coût de la vie au Fénois est 45% plus élevé qu'en métropole. Le colloque sur la vie chère a débuté aujourd'hui à l'Assemblée de Polynésie. Il a été question des produits alimentaires. Sur le coût global d'un produit vendu en magasin, les taxes représentent en moyenne 21%, les marges 44%. Des propositions pour faire peser des contraintes sur les groupes qui combinent importation et distribution sont en cours de rédaction. À la une de Tahiti Info, demain, jeudi, rififi sur les docks entre Kawen et le port autonome. Sur vos écrans, ce soir, Vevo sur les coulisses de la Hawaii Nui 2024, puis Patitifa avec un documentaire sur le choix de Mayotte de rester français lors du référendum de 1974 aux Comores. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. On se quitte sur un chant des élèves de l'école Kamehameha de Maui. Passez une très belle soirée. À demain. Prenez bien soin de vous. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet